Cette semaine à l'émission, je vous propose une mise à jour consacrée aux élections municipales de novembre prochain avec 2 candidats à la mairie. Mais tout d'abord, une revue de l'actualité locale et régionale. Vous regardez Mise à jour à l'antenne de TVRL. Madame, Monsieur, ici Marius Brisson. Je désire vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle mise à jour, la dernière mise à jour de la saison. Du reste, un magazine de réflexion d'une trentaine de minutes pendant lequel on vous expose des sujets d'intérêt en vous présentant différents points de vue. Et aujourd'hui, au menu, nous recevons 2 candidats qui sont 2 prétendants au titre de maire de Laval en vue des prochaines élections municipales. Mais tout d'abord, ce que je vous propose, c'est une revue de l'actualité locale et régionale en compagnie de notre collaborateur régulier à l'émission, Ghislain Plourde, journaliste à l'Écho de Laval. Ghislain, bonjour. Bonjour, Marius. Donc, la ville de Laval veut faire bouger les Lavallois. Oui, d'ici 2031, on a pour objectif de doubler la part de déplacements actifs du côté de l'île Jésus. Actuellement, cette part est de 7 %. On veut la bonifier à 14 % d'ici 2031 par l'instauration de diverses mesures. Par exemple, on va, et on l'avait déjà annoncé il y a de ça quelques semaines, mais on va limiter la limite de vitesse dans les quartiers résidentiels. On va renforcer la sécurité dans les zones scolaires et renforcer ce respect du 30 km/h. Ces fameux feux de circulation à décompte numérique, vous en verrez de plus en plus dans Laval. Évidemment, le tout pour favoriser les piétons. Il y a des carrefours achalandés qui seront réaménagés et on projette même... Et le vélo, lui, bientôt? Oui, on plus y tard? arrive. OK, d'accord. On projette même de convertir la rue Jacques-Tétrault, qui est située tout près du métro Montmorency, en rue piétonnière. Ah, ça, c'est intéressant. Maintenant, pour le vélo. Oui. Vous en parliez, vous l'évoquiez. On a actuellement 175 km de voies cyclables à Laval. On projette d'ici 2031 d'augmenter, de bonifier à plus de 400 km. Oh là là, intéressant. Très, très intéressant. Autre sujet maintenant, la société, la commission scolaire de Laval, où on prévoit de nouvelles compressions. Oui, la présidente de la CSDL, Louise Lortie, appréhende de nouvelles compressions. Rappelons que la commission scolaire s'est fait amputer dans son budget de 12 millions en 2 ans et de 25 millions depuis 5 ans. Cependant, on est toujours à l'étape des discussions avec le gouvernement du Québec. Les fameuses règles budgétaires pourraient changer. Donc, on est certain de rien pour l'instant. Donc, on ignore s'il y aura des coupes et quel secteur ça affectera. Par ailleurs, vous vous rappelez le programme musical? On vous avait parlé de coupes dans le programme musical. Il y avait 5 écoles, je pense, qui étaient touchées à la barre. Oui, et on parlait quand même d'un soutien financier à la CSDL qui passait de 450 000 annuellement à 150 000 $ par année. Et puis? Et ce qu'on apprend maintenant, c'est que la députée provinciale de Sainte-Rose, Suzanne Prault, a lancé un appel à la mobilisation. Il y a déjà un bon bout de chemin. Elle veut récolter 150 000 $. Et au moment où l'on se parle, il y a déjà 100 000 $ d'amassés. Donc, ce qui va évidemment bonifier. Ça ne ramènera pas de 450 000 annuellement, mais on parle tout de même d'un montant qui pourrait approcher les 300 000 $ par année pour le programme musical. Et l'organisation DIRA qui émet des réserves à l'égard d'une ligne téléphonique, là, Ghislain? Tout à fait, Marius. Vous vous rappelez sans doute, en 2010, Québec a lancé la ligne d'aide abus aînés. On annonçait récemment que cette ligne, qui est financée à plus de 800 000 $ par année, avait traité jusqu'à présent 10 000 appels. Le fondateur de DIRA Laval, le président Gilles Fournier, se questionne si ce service est véritablement le meilleur, s'il s'agit évidemment de la meilleure adaptation pour répondre aux besoins. Et là-dessus, il compare son organisme, évidemment, à la ligne d'aide. Pour la même période, DIRA a traité 13 000 appels. Plus d'appels? Plus d'appels. Avec moins d'argent, j'imagine? Effectivement, DIRA n'a qu'environ 110 000 $ en subvention gouvernementale annuellement. Et rappelons également que l'organisme lavallois effectue plus que de la ligne référentielle, c'est-à-dire qu'on accompagne l'appelant dans la démarche complète jusqu'à la résolution du problème. Tout à fait. Il y a peut-être un réaménagement budgétaire à faire dans ce cas-là. Ghislain, d'autres détails sur le site web, dans le journal? Des infos fraîches tous les jours, l'échodelaval.ca, présent également sur Facebook et Twitter. L'Écho de Laval distribué tous les mercredis. Alors, mon cher Ghislain, bon printemps, bon été, et on se retrouve à l'automne pour de nouvelles mises à jour. Tout à fait. Bonne saison estivale, Marius. Au revoir. Cette portion de l'émission Mise à jour à l'antenne de TVRL vous est présentée en collaboration avec l'Écho de Laval.
Cette semaine à l'émission, nous avons décidé de braquer nos projecteurs sur les organisations politiques lavalloises qui fourbissent leurs armes en prévision du scrutin de novembre prochain. Je reçois dans le cadre de cette dernière mise à jour de la saison 2 candidats qui veulent obtenir la mairie, le poste de maire de Laval. Alors, nous avions déjà accueilli en studio en novembre dernier Robert Bordelot, de même que Marc Demers, deux dirigeants de partis différents. Et cette semaine, mes deux invités sur ce plateau, M. Jacques Fouché, candidat indépendant à la mairie, mais tout d'abord, Jean-Claude Gobet, candidat à la mairie et chef de Action Laval. Monsieur Gobet, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Brisson. Plaisir de vous accueillir. Le plaisir est pour moi aussi, bien sûr. Donc, avant de parler à proprement parler de votre stratégie, parlons un peu de vous. Pour les gens qui vous connaissent un peu moins, évidemment, vous avez de nombreuses années de pratique politique. Vous avez été député. Avant de parler de la carrière politique comme telle, vous êtes évidemment français. Vous avez été parachutiste français. Vous avez fait vos études principalement en France. Mes études, oui, mais non, je pense que je suis plus... je suis pas plus, je suis québécois, je suis canadien. La raison est très simple, c'est que je suis arrivé ici il y a 41 ans la semaine dernière. Donc, je suis canadien et québécois de cœur et de vie. Et mes enfants, enfin, et tous mes amis sont ici, ma vie est ici. Et j'ai vécu en France une vingtaine d'années. Donc, si on calcule, ouais. Je peux dire que je suis un Québécois, que je suis un Canadien. Et que, bon, c'est vrai, j'ai une origine française, mais quand même assez lointaine dans ma jeunesse. Ancien parachutiste, vous couriez le marathon encore tout récemment, oui, oui. Donc vous vous gardez en forme. Et là, vous faites le grand saut en politique. Vous avez été député de La Fontaine de 1985 à 2003. Ensuite, vous avez brigué les suffrages dans 2 circonscriptions différentes, Alfred Pellan, et puis dans Pointe-de-l'Île aux élections de 2004 et 2006. Et vous avez fait un flirt adéquiste aussi? J'ai été pendant une année conseiller spécial et porte-parole de M. Gérard Deltel, le chef de l'ADQ, pour la grande région de Montréal. Donc j'étais en charge, il n'y avait pas de député adéquiste dans cette grande région, ça manquait pour faire valoir les intérêts de Montréal à Québec. Donc M. Deltel m'avait proposé ce poste que j'ai accepté suite à mon expérience municipale, mon expérience de député, de président de caucus, de groupes interrégionaux sur lesquels j'avais siégé pendant ces 20 années où j'étais député dans l'Est de Montréal. Et là, vous vous amenez à Laval. Vous avez des racines à Laval. Oui, j'habite à Laval depuis 1998, donc ça fait 15 ans. Je suis établi, oui, ma fille a 15 ans, ma plus jeune, et donc elle est née à Laval. Mon fils est né à Laval, Cité de la Santé aussi. Okay. Et mon épouse est... Jocelyne de Guire est originaire de Laval, sa famille est originaire de Laval, et nos auditeurs lavallois qui font du cyclotourisme ou des promenades, qui se promènent sur le chemin du Haut-Saint-François, peuvent voir la croix de Guire, cette grande croix. C'est la famille de votre femme? Avec une plaque dessus, c'est la famille d'origine des de Guire, dont ma femme descend et descendante, quoi. Bon, ben, écoutez, alors vous avez fait le grand saut, M. Gobet. Donc, cette course à la mairie de Laval, vous avez créé un parti, oui. C'est ça, Action Laval, donc. Ouais. Alors, pourquoi? Pourquoi vous lancez maintenant? Bien, c'est parce que, vous savez, j'étais retiré de la politique un peu. Ouais. Hein, je ne m'étais pas représenté. Bon, je faisais une vie quand même relativement peinarde ou paisible, comme on dirait. Suite à mes nombreuses années à l'Assemblée nationale, j'avais des revenus bien garantis comme ancien député. Ma famille s'est élevée. Ma fille a eu 15 ans, mon fils 18. Moi, je faisais un peu des voyages dans le monde, faire quelques conférences internationales pour la francophonie, pour la démocratie, des choses comme celle-là. Sauf que je restais en moi cette fibre politique, oui. Cette fibre de vouloir s'occuper des affaires, oui. Des affaires des autres, oui. Des affaires des gens. Et comme beaucoup de Lavallois, comme beaucoup de citoyens, ou presque toute la majorité, je voyais malheureusement cette dégradation du climat politique qui était en train de se produire à Laval. Et ça me fâchait, ça me révoltait. C'était au fond de moi-même. C'était ma fibre qui m'a toujours amené en politique. Alors... Vous avez pris la décision de plonger? Ben, je n'ai pas pris. Des On gens, vous a invité à le faire? Des gens qui me parlaient, qui se parlaient, à un moment donné, ils m'ont dit, regarde Jean-Claude, si des gens comme toi qui ont l'expérience et qui ne vivent que pour penser à la politique et à ces choses-là, ne le font pas, comment veux-tu que nous le fassions? Alors,
là, j'ai pris la maxime de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, qui, lorsque son avion est en panne dans le Sahara, dans le désert, il dit « Il est hasardeux de trouver un puits dans l'immensité du Sahara, mais nous nous mîmes en marche. » C'est-à-dire que même si c'était hasardeux et dangereux, et c'était compliqué de trouver un puits au milieu du Sahara, il a décidé qu'il ne resterait pas dans son avion en panne, mais qu'il se mettrait en marche. Et il a trouvé un puits, après des souffrances, après des difficultés. Et c'est une maxime qui m'a presque toujours guidé dans ma vie. Il est hasardeux, des fois, de prendre ses responsabilités. Il est hasardeux de s'engager. Il est hasardeux de faire des choses qui peuvent nous amener à souffrir, qui peuvent avoir des répercussions sur notre vie, qui peuvent avoir des répercussions sur nos familles. Mais si on ne le fait pas, qui va le faire? Si on est capable, on a l'expérience, je crois qu'on se doit encore de donner à la population le meilleur de nous-mêmes et d'essayer de faire changer les choses lorsqu'elles ne nous plaisent pas à nous-mêmes et qu'elles ne plaisent pas aux gens. Bon, M. Gobet, qu'est-ce que vous proposez aux Lavallois? Quelles sont les valeurs que vous défendez? Évidemment, on est en pleine commission Charbonneau. Le maire, on le sait, a quitté ses fonctions. Il y a des enquêtes policières en cours, etc. Qu'est-ce que vous proposez aux Lavallois pour leur redonner confiance dans l'appareil municipal public? Bon, alors tout d'abord... Vaste question. Non, pas vaste programme? Vaste programme. Ouais. Mais je crois qu'il faut redonner aux Lavallois une administration transparente. Il faut que les Lavallois sachent ce qui se passe. Il faut arrêter de camoufler les choses, faire avaler les décisions sous de faux prétextes ou avec de faux arguments. Il faut que les gens aient accès à l'information, qu'ils puissent savoir ce qui se passe dans l'hôtel de ville, qu'ils puissent savoir ce qui se passe avec les élus. Et déjà là, au départ, je crois que c'est une des grandes choses qui n'a pas été faite et qui doit être faite. Ça va être une communication ouverte, transparente, c'est ce que je comprends? Tout à fait. C'est ce que moi j'aime. Et quand j'étais député, j'étais sur des commissions parlementaires ou d'autres commissions, j'étais toujours celui qui allait fouiner pour essayer d'avoir les informations pour voir si les fonds publics étaient dépensés dans le meilleur intérêt de la population, s'il n'y avait pas des manœuvres qui se produisaient qui étaient inacceptables, irrépréhensibles, s'il n'y avait pas des dépenses inutiles ou qu'on n'ait pas besoin de faire ou exagérées. Et oui, vous étiez un peu le chien de garde, là. Ben, d'ailleurs, Jean Charest disait de vous que vous aviez la tête dure, M. Gobet. Est-ce que c'est une qualité, c'est un défaut? Ben, ça dépend de quel côté on le prend. Moi, j'ai toujours pris ça comme un compliment. Ouais. Oui, en effet, c'était très difficile de me faire plier les chines. C'était très difficile de me mettre à genoux. Je ne me mettais jamais à genoux. Parce que quand je croyais à quelque chose, quand j'étais sûr que j'allais dans le bon sens, quand je savais que c'était bon pour les électeurs, ben j'y allais même contre vents et marées. Je disais toujours, moi je représente mes électeurs au gouvernement. Je ne représente pas le gouvernement auprès de mes électeurs. Et c'est un de mes traits de caractère. C'est comme ça. Je tiens ça de mon enfance, de ma jeunesse, et aussi de ma vie comme jeune immigrant où j'ai commencé à zéro ici au Québec. J'ai recommencé parce qu'en France j'étais un gradé dans l'armée, comme vous disiez. Et je tiens ça. Je n'aime pas... je n'aime pas les choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'allure. Je comprends l'erreur est humaine. Personne dans notre société n'est à l'abri d'une fausse manœuvre quelque part. Mais on ne parle pas des mêmes choses. Là, il faut, comme homme politique, on a à être le gardien des valeurs morales du gouvernement, même de la population et de la société. Et je disais dans ce que vous avez déjà affirmé, évidemment, que votre première mission, regagner la confiance des gens. Il faut que la confiance des gens soit au rendez-vous. Ensuite, redonner la fierté aux employés et tout le travail de l'urbanisme à Laval. Donc, ça fait beaucoup de priorités, là. Sur les employés de la ville, l'immense majorité sont des gens, des bons travailleurs, des gens compétents, des gens honnêtes. Moi-même, là, je reçois des services des employés dans ma rue, dans mon quartier, et c'est très rare que j'aurai le moindre grief à leur faire. Souvent, c'est quand je peux avoir affaire avec eux ou les saluer quand je fais mon jogging, excusez-moi l'anglicisme. Les gens, à force de me voir, ils m'envoient la main ou je parle avec eux, je m'arrête, j'aime ça, je parle avec les gens. Ce sont des gens qui sont motivés, qui sont concernés par leur ville, mais ils sont désabusés parce qu'ils ont l'impression qu'eux-mêmes ont été trahis.
Oui, vous avez créé un parti. Est-ce que vous avez un programme? Est-ce que vous allez faire un lancement officiel? Oui. C'est pour quand, ça? Alors, le parti a été créé. Il a été autorisé... L'automne dernier? Il a commencé à être en gestation à l'automne dernier, tranquillement. La décision s'est prise dans la première semaine finale, la première semaine de février, aux alentours du 12-13 février, même la deuxième semaine. Et toutes les démarches réglementaires et de vérification ont été faites par le directeur général des élections. Il n'y a pas eu de congrès encore? Non, et on était accepté officiellement par le directeur général des élections. Et maintenant, Action Laval est un parti politique lavallois qui existe, qui est légal. Le lancement, c'est pour les prochaines semaines? Alors, le lancement, ça va être pour les prochaines semaines. Nous avons plusieurs commissions qui travaillent. Une commission sur la plateforme et le programme. Là-dedans, nous parlerons de transparence, de gouvernance, bien sûr, pour tout la question que vous me posiez précédemment. Nous parlerons de développement aussi durable. On va beaucoup axer sur le développement durable et un certain nombre d'autres choses que je ne révélerai pas tout de suite, parce que j'attends que les comités aient fini leur rapport. Je siège à peu près sur tous ces comités-là, non pas pour leur dire quoi faire, mais parce que c'est des gens brillants, puis dévoués, puis sincères, mais pour m'inspirer aussi de ce qu'ils disent, et aussi à l'occasion apporter quelques idées. Les gens peuvent entrer en communication, les gens qui nous regardent peuvent entrer en communication avec vous, le parti, de quelle manière, le site web, j'imagine? Alors, on a une page, vu qu'on fallait attendre l'autorisation officielle du directeur général des élections pour avoir des sites officiels. On a une page provisoire qu'on trouve en faisant sur Google actionlaval.com. Et là, il y a une case à laquelle on peut taper et envoyer un message et un service de secrétariat répondra à ce moment-là. Ou moi-même, je rappelle les gens. Actuellement, je voudrais vous dire qu'on a à peu près, on a 300 membres dans le parti, en règle. Ça prenait un certain nombre de membres pour que le directeur général des élections accepte le parti. Et on pourrait en avoir beaucoup plus, mais parce qu'on on attendait officiellement, il ne fallait pas en ramasser trop au départ, selon la loi. Juste avant de quitter, en 10 secondes, pourquoi les gens devraient vous faire confiance? Bien, c'est parce que d'abord, je suis un homme sincère. Je suis quelqu'un qui croit que je peux apporter à la population du changement. Je peux apporter à la population les solutions aux problèmes que nous connaissons, mais aussi parce que je suis quelqu'un de sincère. Quelqu'un qui croit vraiment à ce qu'il dit, quelqu'un qui croit vraiment à ce qu'il fait, et qui ne retourne pas en politique pour faire une carrière politique, mais pour permettre cette évolution, cette transition qu'on a besoin de faire à Laval dans les prochaines années, afin de redonner confiance aux gens et afin de remotiver les gens et de les ramener à aller voter et de les réimpliquer dans notre ville. Jean-Claude Gobet, chef d'Action Laval, candidat à la mairie de Laval, merci, bonne chance. Merci beaucoup. Nous allons faire une pause. Tout de suite après, nous recevons le candidat indépendant Jacques Fouché, le candidat indépendant à la mairie. À tout de suite. Alors, nous sommes de retour pour cette dernière mise à jour de la saison. Nous poursuivons notre discussion sur les enjeux de la course à la mairie de Laval en prévision du scrutin de novembre prochain. J'accueille un autre candidat à la mairie, mais indépendant cette fois, M. Jacques Fouché, qui a décidé de se lancer dans la mêlée. M. Fouché, bonjour et bienvenue à l'émission Mise à jour. Bonjour, M. Brisson, c'est un plaisir. Merci beaucoup d'être là. D'abord, commençons pour les gens qui vous sont un peu moins familiers avec vous. Oui. D'abord, vous êtes un Lavallois. Vous demeurez à Fabreville, c'est ça? Oui, exact. Et votre parcours, je sais que vous êtes greffier de la ville de Joliette maintenant dans vos fonctions. Vous avez fait des études de droit? Oui, je suis diplômé à l'Université de Montréal. Et ensuite de ça, j'ai été notaire à mon compte, j'ai été avocat aussi, avocat pendant que je travaillais pour la ville de Châteauguay. Alors, j'ai travaillé pendant 17 ans. Presque 18 maintenant, dans différentes municipalités. On a fait à Saint-Jérôme, à Châteauguay, à Ville-Sainte-Catherine et à Joliette maintenant. OK, donc spécialiste en droit municipal, mais aucune expérience politique ou quoi? Oh, en fait, ce qu'il y a, c'est que oui, dans ma famille, d'abord, la politique, mon grand-père, quand j'étais jeune, était maire de Shawinigan. Ah oui? J'ai Fouché. Et mon arrière-grand-père avait été également maire de Shawinigan et député aussi dans le temps. La fibre politique est là? Dans la famille, c'est un intérêt soutenu au niveau politique. Et vous avez déjà essayé d'être candidat dans Châteauguay? Oui, en fait. C'est une expérience quand même politique. C'était une expérience qui m'a permis de comprendre les tenants et aboutissants du concret de la politique. Mais c'est vraiment votre premier saut en politique. Alors, pour les gens qui vous regardent et qui nous regardent, qu'est-ce que vous voulez changer à Laval? D'abord, vous êtes candidat indépendant, c'est important de le dire. Exact.
Alors, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi candidat indépendant, si vous permettez. Mais la première chose qui est importante, je pense, c'est au niveau de l'éthique et de la gestion contractuelle qui est le souci de tout le monde. En fait, plus personne, je pense, sait vraiment à quoi s'en tenir à propos des gouvernements actuellement. Que ce soit au fédéral, au provincial, au municipal, on est perplexe, on se demande quoi faire avec ça. On sent que ces gouvernements-là ont un rôle à jouer. Il y a une crise de confiance, c'est clair. Mais il y a une crise de confiance importante. Ouais. Et cette crise de confiance-là, je pense que quelqu'un me disait, écoutez, de la corruption, il y en a toujours eu. Oui, mais à ce point-là, peut-être pas, d'une manière aussi exacerbée qu'actuellement. Et il y a un autre phénomène, un phénomène d'équilibre aussi qui est problématique, qu'il faut amener, c'est-à-dire. Ce qu'il y a, c'est que j'avais un ancien directeur général qui avait vu bien avant moi bien d'autres villes et qui m'a raconté, il dit, écoute, par moment, le privé devient plus intéressant, clairement, dans beaucoup de domaines. Il fait de meilleurs prix, il peut donner un meilleur service, c'est parfait. Là, à ce moment-là, on s'ajuste. On rapetisse l'importance de la fonction publique parce que le privé peut donner à bon coût. Et là, vous arrivez à d'autres périodes où le privé est rendu exorbitant et que la fonction publique peut le faire à meilleur prix. Ouais. Alors, à ce moment-là, vous augmentez plus de travail en régie, vous faites plus de contrôle, si vous voulez, de l'administration. Et c'est comme un certain balancier qui peut se produire. C'est un équilibre. Et donc, la réaction équilibrée à avoir maintenant, c'est d'apporter des travaux en régie. Que le service des travaux publics, par exemple, soit entièrement régi, les infrastructures, par la ville. Pas seulement par... C'est-à-dire régi dans le sens qu'on devient maître d'œuvre. Oui. Et le problème actuellement, c'est évidemment la corruption là, et la collusion qui existe. Comment on élimine ça, la corruption? Vous avez des villes où il y a 80 des contrats qui sont... Des grosses villes, 80 des contrats qui sont dirigés. OK? Ouais. Alors, on a un problème. Et pour contrôler ça, il faut savoir comment ça procède. Comment ça procède? Multiplier les contrats, subdiviser les contrats? C'est que si vous voulez éliminer le nombre de personnes qui vont soumissionner, mettez le plus de contrats possible, tous dans un gros deal, puis lancez ça sur le marché. Qu'est-ce qui va arriver? Quelques entrepreneurs seulement vont avoir la main-d'œuvre, les matériaux et les assurances possibles pour soumissionner. Et là, après ça, à quelques-uns, c'est très facile de s'entendre sur les prix. Si vous arrivez à une ville qui est maître d'œuvre et qui distribue de plus petits contrats un peu partout, vous ouvrez la porte à des PME qui ne pourraient pas soumissionner autrement. OK. Alors, à ce moment-là, ces gens-là ont la main-d'œuvre, ont la machinerie et peuvent maintenant se couvrir, parce que ce sont de petits contrats, peuvent se couvrir au niveau des assurances. Et à ce moment-là, vous élargissez le nombre de participants. Ouais. En faisant ça, si quelqu'un essaie de faire de la collusion entre 3 ou 4 soumissionnaires intéressés, c'est facile à faire. Mais si vous en avez des dizaines de gens, d'entreprises PME qui peuvent soumissionner, il est fort probable que quelque chose craque si jamais quelqu'un essaie d'en faire. Alors, c'est comme ça qu'on va assainir le système. Un fonds de roulement aussi pour les infrastructures? Écoutez, ça, c'est une chose qui m'a vraiment sauté aux yeux la première fois que j'ai regardé des bilans financiers pour la Ville. Le fonds de roulement, c'est comme un rire sur lequel tu empruntes. Ouais. C'est-à-dire que moi, je peux me construire une maison, je prends de l'argent sur mon rire, je me l'emprunte, puis après ça, je me rembourse. OK? Vous savez, c'est le principe. Bien, la Ville peut être son propre financier. Alors, ce qu'il y a, c'est que le gouvernement permet que pour faire des infrastructures futures, la Ville puisse avoir son fonds de roulement qui équivaut à 20 de son budget. Ce qu'on veut dire ici, à Laval, ça peut équivaloir à peu près à 96 millions, 98 millions, peu importe les années. Là. Alors, à Laval, il est de 10 millions. Et à Joliette, qui est 20 fois plus petite, il est de 10 millions. Ah, le même fonds de roulement est à Joliette que Laval? À 1 million près, là. Ah, oui. Alors, c'est absolument anormal, puisque ça, c'est de l'argent qu'on peut se prêter à nous-mêmes sans aucun intérêt. Okay. Quand on a de l'argent, on est aussi bien de mettre l'argent à l'intérieur de ça, et puis après ça, se prêter nous-mêmes. Et tu te rembourses sur 1 an. Si tu as beaucoup d'argent, c'est période de prospérité. Là, tu peux le faire sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans même. Mais tu te rembourses toi-même. Tu ne payes aucun intérêt, là. On sait comment en Grèce, par exemple, ou dans d'autres pays, les organismes publics se font laver littéralement. Là, au moins, on a un fonds qui permet de, au moins, maintenir les infrastructures en temps de difficile économiquement, puis sans intérêt. Alors, pourquoi on se priverait de ça? Alors, ça, c'est de la sage. Il faut voir à long terme. Et le problème, c'est
Écoute, on s'occupe du pont quand les morceaux du pont Mercier tombent. Je veux dire, il y a une limite là, à penser de même. Il faut penser d'une manière constructive à long terme. Et pour ça, je pense qu'il faut être transparent. Mais il faut non seulement rendre ce qu'on fait maintenant, mais notre planification disponible aux gens. Si, par exemple, les gens se posent des questions sur l'aréna Lucerne, je donne un exemple parmi bien d'autres. On sait que l'entretien de certains immeubles laisse beaucoup à désirer à Laval, et même qu'il n'y a aucune planification qui s'est faite avant il y a 2 ans. Ils ont commencé seulement, et des fonctionnaires ont poussé pour qu'on puisse faire de la planification sur les immeubles, faire un bilan de santé des immeubles, quand est-ce qu'on remplace les fenêtres, quand est-ce qu'on remplace le toit, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? Il est au bout de son usage. Alors, ça, là, c'est que les gens sachent qu'il s'en vient, puis qu'ils puissent même faire des suggestions s'ils s'aperçoivent qu'on a oublié quelque chose. Les gens, il faut être à l'écoute d'eux autres parce qu'il y a des compétences partout et il n'y a personne. Monsieur Fouché, le temps file. Vous êtes candidat indépendant, donc vous n'avez pas d'équipe. Ça vous donne un droit de liberté, ça vous donne les coups des franches. Mais comment vous allez faire pour travailler avec autant de gens différents? Vous avez une bonne expérience dans les écoles en musique, avec l'écriture et tout ça. Oui. Mais, alors, comment vous allez faire pour faire travailler tout le monde ensemble? Mais je suis habitué, moi, de travailler avec 30, 60 cerveaux, 500 cerveaux à la fois. J'ai fait ça pendant 12 ans. Et ce qu'il y a, c'est que le travail de groupe, je suis un gars interactif. Quand j'ai travaillé à la ville de Châteauguay, par exemple, où on m'avait engagé, on avait fait passer des tests aux employés, comme à tout le monde. Puis j'en avais passé un, puis on m'avait dit en souriant, écoute, le niveau d'interactivité avec les gens est très fort. Il n'y a rien que le maire qui t'approche. OK. Alors, vous voyez un petit peu le genre d'individu, je suis capable d'interagir beaucoup avec les gens. Et donc, je pense que tous les gens sont de bonne foi. Les gens qui vont se présenter, peu importe d'où ils viennent, candidats indépendants d'un parti ou de l'autre, vont se présenter, ils sont de bonne foi, ils veulent faire quelque chose. Et le résultat de l'élection, fort probablement, vous allez vous retrouver avec une grande diversité, ce qui va être heureux. Ben oui. Une grande diversité. C'est une bonne affaire pour vous, ça. De différents individus, je pense que oui, et une bonne affaire pour Laval surtout. Et cette diversité-là, pour la gérer avec des gens de bonne foi, c'est possible de le faire. Je suis habitué de le faire. 30 secondes, pourquoi les gens voteraient pour vous, M. Fouché? Parce que je suis un gars qui est capable d'être à l'écoute des gens, puis je pense que si les gens parlent moindrement avec moi, ils vont s'en apercevoir. Et je pense que tout le monde a une parcelle de vérité. On peut aller chercher quelque chose d'intéressant chez chaque personne ici. Que ce soit une mère de famille ou que ce soit une personne qui travaille, une femme au travail ou un homme au travail, que ce soit même les professeurs, etc. Tout le monde a de bonnes idées et a un point de vue qui peut allumer tout le monde. Monsieur Jacques Fouché, candidat indépendant à la mairie, bonne chance. Merci d'être passé à l'émission. La conclusion dans un instant. Alors voilà pour cette plus récente édition de Mise à jour, présentée en première diffusion. Notez l'heure et le jour, mercredi 19h, à l'antenne de TVRL, la télévision régionale de Laval. Pour les rediffusions, vous nous appelez, vous consultez les journaux locaux ou encore vous allez sur le site Web. Et si vous voulez voir l'émission depuis votre ordinateur, c'est très simple. Section Web Télé, vous cliquez sur MAJ pour Mise à jour. Ici Marius Brisson, au nom de toute l'équipe de TVRL. Bonne semaine.